En 1324, l'empereur de l'Empire du Mali en Afrique entreprit un pèlerinage à la Mecque. Mais partout où passait son cortège, des choses étranges se produisaient. Les prix des marchandises commencèrent à augmenter de manière sans précédent dans chaque ville traversée, comme le Caire en Égypte, Médine et la Mecque. Le prix du pain doubla ou tripla. Les villes entrèrent dans le chaos et ce choc économique continua de secouer toute la région du Moyen-Orient pendant plus de 10 ans. Aucun coup de feu n'a été tiré. Il n'y avait pas de guerre, mais c'était l'argent qui ébranlait les économies de ces pays. Le nom de cet empereur était Mansa Musa. Il est considéré comme l'une des personnes les plus riches de l'histoire, ayant traversé le désert avec 60 000 accompagnateurs et des centaines de chameaux chargés d'or, distribuant de l'or aux pauvres dans chaque ville traversée. C'était cette générosité qui posait problème. À cette époque, l'Empire du Mali contrôlait plus de 50% des approvisionnements en or du monde ancien. Lorsque l'empereur libéra cet or sur le marché d'un seul coup, la valeur de l'or chuta soudainement de 20% à 25%. Et quand l'or devient commun, les prix des produits de base achetables avec de l'or augmentent. C'est l'inflation. Quand Mansa Musa réalisa cette vérité sur le chemin du retour, il tenta de récupérer l'or qu'il avait libéré sur le marché en payant des intérêts élevés, tout comme les banques centrales le font aujourd'hui avec la politique de resserrement monétaire. Le point principal de notre histoire aujourd'hui est que celui qui contrôle le flux d'argent peut ébranler le monde sans guerre. « Votre Majesté, commencez-vous la guerre ?» demanda le roi en regardant la carte. « L'armée est-elle prête ?» Le ministre secoua la tête en signe de dénégation. « Il y a quelque chose à préparer avant l'armée. » Le roi fronça les sourcils et demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Le ministre répondit calmement « L'argent. » L'histoire ne se meut pas seulement avec de l'argent. Mais retirer l'argent de l'équation enlève les structures de pouvoir. Aujourd'hui, nous aborderons cette structure, non pas sur le champ de bataille, mais sur le terrain économique. En 312 avant Sarcée, Rome commença la construction de la voie appienne. Cette route de 90 km entre Rome et Terracina était un miracle d'ingénierie, tracée presque en ligne droite en ignorant les montagnes et les marécages. Ce n'était pas une simple route, c'était une autoroute de l'Antiquité, d'au moins 5 mètres de large et pavée de gravier et de pierres, avec un système de drainage. Rome créa un réseau routier principal d'environ 80 000 km, et ces routes devinrent les artères de l'Empire pour relier les affaires militaires, administratives et commerciales. Le réseau routier total atteignait environ 400 000 km. Grâce à cette infrastructure semblable à des artères, Rome apportait des céréales, des métaux et des esclaves des provinces à la capitale, utilisant ces ressources pour nourrir l'armée et mener de nouvelles guerres. Le système fiscal fonctionnait également à côté. Des impôts directs étaient imposés aux habitants des provinces occupées et des impôts indirects aux commerçants traversant les ports et les frontières. Les piliers du système financier de l'Empire reposaient sur ces deux fondations. La population de Rome à son apogée est estimée à environ 50 millions d'habitants, selon certains chercheurs. C'est ce système économique qui a nourri cette grande population pendant plusieurs siècles. Mais quand ce système solide a-t-il commencé à vaciller? En 64 après Jessé, un grand incendie éclata à Rome. L'empereur Néron prit une décision terrible en réduisant la quantité d'argent dans les pièces de monnaie. Le pourcentage d'argent passa de 88% à 93%, et le peuple romain ne s'en rendit pas compte, car les pièces semblaient inchangées. Cependant, l'État profita tranquillement de la différence, et c'était une taxe invisible. Ces manipulations monétaires atteignirent un état incontrôlable au IIIe siècle.
l'empereur Caracalla fut contraint de réduire le pourcentage d'argent dans les pièces à 51% pour répondre aux augmentations massives des salaires des soldats. À la fin du IIIe siècle, le pourcentage d'argent tomba à moins de 5% et les pièces devinrent en fait de cuivre, avec une fine couche d'argent. Quand les pièces perdirent la confiance, les commerçants refusèrent de les accepter, les prix montèrent et l'économie retourna à un système de troc. Cependant, il faut noter que l'explication de la crise de Rome par la seule manipulation des pièces est simpliste. Les historiens d'aujourd'hui voient la pression financière, la dégradation de la monnaie, le fardeau des dépenses militaires, l'instabilité politique, les épidémies et les invasions extérieures se combiner pour faire tomber l'Empire, et la perte de confiance dans la monnaie était une partie importante de cet effondrement. Il n'y avait pas une seule raison pour la destruction de l'Empire, mais les nombreuses fissures qui se sont développées simultanément l'ont rendu insoutenable. En 1545, l'indigène Diego Hualpa découvrit des veines d'argent sans précédent dans les montagnes des Andes, à 4800 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'était la mine de Potosí, la montagne de la richesse en espagnol. L'impact de cette mine sur l'économie mondiale fut immense. Après sa découverte en 1545, Potosí devint la principale source d'argent pour l'Espagne coloniale, représentant parfois environ la moitié de la production mondiale d'argent, avec une production cumulative estimée à environ 2 milliards d'onces. Mais ce qui est étonnant, c'est que plus il y avait d'argent, plus l'Espagne devenait fragile. Il y avait deux raisons à cela. Premièrement, la révolution des prix. Au XVIIe siècle, l'Espagne et l'Europe occidentale connurent une révolution des prix prolongée en raison de l'afflux d'argent des Amériques, des guerres et du changement de structure fiscale. Quand l'argent devient commun, il est naturel que son pouvoir d'achat diminue. Les prix en Espagne augmentèrent fortement par rapport aux pays voisins, rendant l'industrie et l'agriculture espagnole non compétitives. Deuxièmement, la gestion financière non productive de la monarchie. Malgré l'afflux massif d'argent en Espagne, ces fonds ne furent pas utilisés pour construire une base industrielle. Ils furent dilapidés pour maintenir la flotte invincible et les guerres religieuses sans fin et le faste de la royauté. Et même avant l'arrivée de l'argent, des fonds furent empruntés à des taux d'intérêt élevés aux banquiers de Gens et des Pays-Bas, en garantie des importations futures d'argent. Finalement, l'argent qui traversait l'Atlantique à bord des galions fuyait directement vers l'Italie et les Pays-Bas, sous forme d'intérêts et de remboursement de dettes dès son arrivée au port de Séville. Et l'argent extrait de Potosí ne se limitait pas à traverser l'Atlantique. Il était expédié de Mexico, Acapulco, à travers le Pacifique, jusqu'à Manille, aux Philippines. C'était la route commerciale du galion de Manille. Alors, quelle est la destination finale de cet argent? C'était la Chine. À cette époque, la dynastie Ming en Chine, qui se tournait vers un système monétaire basé sur l'argent, absorbait l'argent du monde entier. Et les commerçants européens utilisaient cet argent pour acheter de la soie, du thé et de la porcelaine en Chine. La mine de Potosí était le cœur qui alimentait le premier réseau économique mondial. Et cette infrastructure était les graines qui contribueraient plus tard aux guerres de l'opium. Finalement, les faillites répétées et la révolution des prix exacerbèrent les faiblesses structurelles, amenant l'Espagne à déclarer plusieurs fois la faillite nationale au cours des XVIe et XVIIe siècles, devenant l'incarnation d'un paradoxe tragique. Posséder des ressources ne vous rend pas fort, mais la façon de gérer ces ressources détermine le destin de l'Empire. Au XVIIe siècle, les Pays-Bas étaient un petit pays d'environ 2 millions d'habitants seulement. Alors, comment ce pays est-il devenu la puissance maritime impériale la plus forte du monde? En 1602, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, VO, fut fondée sous la direction du Parlement néerlandais.
La VOC est largement considérée comme la première société par action moderne, au sens moderne. Une société quasi-gouvernementale combinant commerce à grande échelle et puissance militaire avec le capital d'investisseurs privés. La charte de fondation garantissait que tout le monde, des nobles aux gens du commun, pouvait posséder des parts. Et en 1611, la bourse d'Amsterdam ouvrit, considérée comme la plus ancienne bourse moderne du monde. Le génie de cette structure résidait dans la répartition des risques. Les navires commerciaux se rendant en Asie faisaient face à des risques élevés de naufrage, de pirates et de maladies. Si un investisseur unique supportait le coût de la flotte et que le navire coulait, ce serait la faillite. Mais la VOC répartissait les risques entre des milliers d'actionnaires, lui permettant de lever des capitaux massifs impossibles auparavant. La VOC n'était pas seulement une entreprise, mais un État à part entière, avec le droit de conclure des traités, de construire des forts, de mobiliser des armées et même de frapper des monnaies. La Grande-Bretagne alla plus loin. La fondation de la Banque d'Angleterre en 1684 fut le tournant. L'innovation de la Grande-Bretagne fut de transformer la dette de l'État en dette publique garantie par le Parlement. Le gouvernement émettait des obligations pour financer les guerres avec la garantie des recettes fiscales futures et il ne devait payer que les intérêts annuels sur les dettes perpétuelles sans échéance de remboursement. Tant que les coûts des intérêts étaient gérés dans le cadre du taux de croissance économique, un financement de guerre infini pouvait théoriquement être fourni. La valeur de ce système se manifesta lors des guerres napoléoniennes. Tandis que Napoléon perdait le soutien des peuples européens en raison des lourdes taxes et du service militaire obligatoire, la Grande-Bretagne maintenait ses alliances avec des pays alliés comme l'Autriche et la Prusse en distribuant d'énormes subventions de guerre grâce à la confiance financière. À la fin de la guerre, en 1819, la dette nationale britannique atteignit un niveau stupéfiant de 260% du PIB. Mais le système national ne s'effondra pas. Si Napoléon était un génie militaire, la Grande-Bretagne est un génie financier. Ce ne furent pas les armes qui décidèrent de la bataille sur la plaine de Waterloo, mais les obligations financières émises par Londres qui furent l'arme décisive. La puissance financière britannique atteignit ses limites face à la grande empire traditionnel en Asie, la Chine. À la fin du XVIIIe siècle, la culture de la consommation de thé se répandit considérablement en Grande-Bretagne, poussant la Compagnie britannique des Indes orientales à importer de grandes quantités de thé chinois, de soie et de porcelaine. À un moment donné, le thé et la soie représentaient environ 80% des importations totales de la Grande-Bretagne. Le problème était que la Chine n'était intéressée par aucun des produits britanniques. La Chine reposait sur un système économique agricole autosuffisant et les consommateurs chinois ne montraient aucun intérêt pour les produits en laine ou les machines britanniques. En raison de cet échange commercial inégal, l'argent britannique affluait vers la Chine comme un trou noir attire la matière. C'était le même flux d'argent de la mine de Potosí vers la Chine via Manille. La Compagnie britannique des Indes orientales trouva la solution dans l'opium cultivé dans la région du Bengale, en Inde. Elle commença à vendre de l'opium aux contrebandiers chinois, utilisant les recettes pour récupérer l'argent, puis utilisa l'argent pour acheter du thé, créant ainsi une structure commerciale triangulaire. En 1839, les ventes d'opium couvraient pratiquement le coût du commerce du thé britannique avec la Chine. Le flux d'argent qui avait afflué vers la Chine pendant des siècles fut inversé. Lorsque le gouvernement Qing en Chine saisit et détruisit l'opium en 1839, la Grande-Bretagne réagit en envoyant une flotte militaire, qualifiant cela de violation du commerce libre. Bien que le débat sur la moralité fût intense en Grande-Bretagne, l'objectif économique national de régler le déficit commercial l'emporta sur la morale. Cependant,
Il faut noter que l'effondrement de l'Empire chinois ne peut être expliqué uniquement par les distorsions économiques. Les distorsions économiques, le flux d'argent, la dépendance à l'opium, la faiblesse de l'administration gouvernementale et militaire chinoise se combinèrent avec la défaite de la guerre pour augmenter l'intensité du choc. À la fin de la Deuxième Guerre de l'opium, la Chine fut contrainte de céder Hong Kong et d'accepter l'ouverture forcée des marchés. Le déclencheur réel était les canons, mais ce qui fit tirer ces canons, ce furent les distorsions de la structure commerciale dues au thé, à l'opium et à l'argent. Tandis que la domination de l'Empire britannique au XIXe siècle était fondée sur le financement et le charbon, le pétrole prit cette place au XXe siècle. En 1912, Winston Churchill, ministre de la Marine britannique, poussa le projet de changer le carburant de la Marine royale du charbon au pétrole. Les moteurs à pétrole offraient une plus grande vitesse et moins d'émissions, ce qui avait un avantage militaire évident. Mais il y avait un inconvénient fatal, c'est qu'il n'y avait pas une goutte de pétrole extraite des terres britanniques. La décision de Churchill augmenta considérablement la valeur stratégique du pétrole et le concept de sécurité énergétique changea à jamais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis allemands ciblèrent les champs pétrolifères de Bakou dans le Caucase avec la bataille de Stalingrad, tandis que le Japon attaqua Pearl Harbor pour obtenir les champs pétrolifères en Asie du Sud-Est après l'embargo pétrolier américain. Tout cela était une économie de guerre pour contrôler le pétrole. Après la guerre, le système de Bretton Woods fut créé en 1944, fixant le dollar à l'or et donnant aux États-Unis le statut de monnaie de réserve mondiale. Mais lorsque les réserves d'or s'épuisèrent en raison de la guerre du Vietnam et des dépenses sociales massives, le président Nixon annonça en 1971 la suspension de la convertibilité du dollar en or. Au moment de la crise où le dollar dérivait sans source de valeur, la nouvelle ancre était le pétrole. La coopération américano-saoudienne fut un point de départ symbolique en 1945, lorsque Roosevelt a une réunion historique avec Ibn Saud. Mais ce qui est connu sous le nom de recyclage des pétrodollars commença sérieusement après le choc des prix du pétrole dans les années 1970. En 1964, les États-Unis et l'Arabie saoudite conclurent un accord secret engageant les États-Unis à protéger la sécurité de la famille royale saoudienne, tandis que l'Arabie saoudite investissait les revenus des exportations de pétrole dans l'achat de bons du Trésor américain. Il est important de noter qu'il existe une rumeur affirmant l'existence d'un traité officiel obligeant toutes les transactions pétrolières à être en dollars. Mais ce n'est pas vrai. Cependant, la domination du dollar était le résultat des traditions de règlement du pétrole, de la profondeur du marché financier américain, de la gestion par les pays producteurs de pétrole de leurs actifs en dollars et de la structure de recyclage dans les années 1970. Néanmoins, l'impact de cette structure informelle fut immense. Lorsque le plus grand pays producteur de pétrole décida d'accumuler ses actifs en dollars sous forme de bons du Trésor américain, les pays du monde entier furent contraints de détenir des dollars pour acheter du pétrole. La grande structure de recyclage des dollars gagnés par la vente de pétrole vers Wall Street et les bons du Trésor américain fut achevée. En 2026, le dollar représente encore environ 57% des réserves de change mondiales et il conserve toujours sa position forte en tant que monnaie de réserve mondiale. Le yuan chinois tente de défier avec environ 3% des règlements mondiaux, mais le chemin est encore long. Même à ce moment, la guerre économique continue. En 2025-2026, les tensions dans les chaînes d'approvisionnement augmentèrent avec les ajustements de la politique d'exportation des semi-conducteurs américains vers la Chine et le contrôle par la Chine de l'exportation des métaux rares et de la technologie associée. La forme a changé, mais l'essence est restée la même.
Rome contrôlait le flux par les routes, tandis que l'Espagne possédait l'argent, mais ne contrôlait pas les prix. Les Pays-Bas combattaient par les mers et les actions, et la Grande-Bretagne résistait grâce au crédit public. La Chine s'affaiblit lorsque l'argent s'écoulait d'elle, et au XXe siècle, le pétrole devint la force militaire en soi. L'histoire ne se meut pas seulement avec de l'argent, mais retirer l'argent de l'équation nous empêche de voir pourquoi le pouvoir était en place. Les canons montrent la guerre, mais l'argent explique pourquoi la guerre a éclaté. Et c'est pas seulement une histoire d'empire. Même le destin des grands empires était impuissant face au flux d'argent. La capacité à lire les flux de capitaux à grande échelle assurera finalement notre vie et notre avenir en tant qu'individus. Lorsque nous regardons l'histoire à travers le prisme de l'économie, nous comprendrons plus clairement comment et pourquoi le monde tourne maintenant. Si cette chaîne a aidé à développer cette compréhension, veuillez vous abonner et aimer. Nous reviendrons avec des sujets plus profonds et plus passionnants la prochaine fois.